Bonjour. Les itérations, c'est quelque chose de très simple. C'est itérer, c'est faire tout le temps la même chose. Donc un exemple relativement simple, relativement bien connu pour les physiciens, c'est le mouvement du pendule. Alors ici on a un pendule un petit peu spécial. Bon, c'est un petit gnome, mais il ne souffre pas d'être tenu par les cheveux. Il a un petit aimant dans le dos. Et donc on va faire comme avec tous les pendules, on va le lâcher de cette position-là. Et on va regarder ce que ça donne comme type de mouvement. Il avance, il recule, il avance, il recule. C'est ce qu'on appelle itérer, quoi. Il est en train de faire tout le temps la même chose. Ça pourrait continuer comme ça indéfiniment s'il n'y avait pas la résistance de l'air, etc. Et là, en plus, il y a des aimants. Alors, il a un petit aimant dans le dos, et il y a un aimant ici qui l'empêche de s'arrêter, un aimant qui l'attire d'un côté et un aimant qui l'attire de l'autre. Donc au début, c'est relativement faible, l'influence du magnétisme est relativement faible. Et au fur et à mesure qu'il se ralentit, en tant que pendule, là, le magnétisme commence à avoir une certaine importance. Donc on voit que ça s'est arrêté relativement vite. Il a tapé de ce côté-là. Mais on peut imaginer qu'on va jouer à pile ou face et qu'il va taper tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, quoi. Mais le mouvement, est-ce que c'est tout le temps le même ou est-ce que ça change d'une fois à l'autre? Donc je le relâche à peu près du même endroit. À peu près du même endroit, parce que c'est difficile de faire exactement. Et on regarde comment le petit gnome se balance. Au début, ça ressemble. Là, maintenant, il se met à tournicoter un peu. Bon, ça a l'air de durer un petit peu plus longtemps que tout à l'heure. Ça dure un peu plus longtemps que tout à l'heure. Il tourne un petit peu plus que tout à l'heure. Il n'est pas en train de choisir un côté ou l'autre. En tout cas, peu importe de quel côté il va taper, c'est clair que ce n'est pas le même mouvement qui est en train de se produire. Alors qu'a priori, on a tout ce qu'il faut au point de vue de la physique, au point de vue des équations mathématiques qui gèrent ce type d'expérience. On a à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir calculer le mouvement, aussi bien pour la gravitation que pour le magnétisme. Et en fait, une fois, il y a eu un certain mouvement relativement court. Une deuxième fois, il finit du même côté, mais il a un mouvement beaucoup plus long. Donc le mouvement n'est pas le même, et c'est assez surprenant. La seule chose qui change, c'est de quel endroit exactement je l'ai lancé. Je l'ai lâché plutôt, puisque je le lâche, je ne le lance pas. Donc j'ai une incertitude sur la position de départ. Et c'est tout ce que je peux constater par rapport à des équations standards de pendule, etc. Donc ici, j'ai encore un mouvement qui est un petit peu différent quand même des deux précédents. Il va taper à gauche, il va taper à droite, mais en tout cas, le mouvement n'est pas tout le temps le même. Et le mouvement est ce qu'on appelle sensible aux conditions initiales, c'est-à-dire qu'à cause de la façon dont j'ai une incertitude ici, et dont je le lâche finalement d'un endroit ou de l'autre, le moment où il a suffisamment ralenti pour que le magnétisme soit efficace par rapport au petit aimant qu'il a dans le dos, eh ben, ce moment-là n'est pas exactement le même. Donc finalement, un enchaînement de causes comme ça fait que le mouvement n'est pas tout le temps le même. Là, j'ai de la chance, en 3 fois, j'ai tapé 2 fois d'un côté, 1 fois de l'autre, donc il vaut mieux pas faire une 4e manip, comme ça on n'aura pas 3 contre 1 ou 2 contre 2, mais on est sûr d'avoir tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. C'est sensible aux conditions initiales, c'est-à-dire que si on connaissait parfaitement la position de départ, on pourrait dérouler toutes les équations et dire comment ça se passe. Mais on ne connaît pas parfaitement la position de départ. Il y a une petite incertitude, et cette incertitude, finalement, grossit au fur et à mesure du mouvement. Et il y a un moment où on ne sait plus bien comment ça va se passer. Si, on sait, ça s'arrête. C'est toute la différence entre les maths et la physique. C'est que ici, j'ai quelque chose qui s'arrête. Et au début, c'était peut-être un peu différent, mais là, j'ai une certitude. De toute façon, le mouvement s'arrête. Donc, je n'ai pas accès à l'infini quand je suis en train de faire une expérience de ce type-là. Il fut une époque où on voyait de la périodicité partout, où on voyait des mouvements qui se reproduisaient sans arrêt. Maintenant, on voit ce qu'on appelle le chaos partout, c'est-à-dire quelque chose qui est sensible aux conditions initiales et qu'on ne maîtrise pas bien, dont on ne maîtrise pas bien le devenir. C'est peut-être parce qu'on ne l'a pas regardé assez longtemps. Avant, on voyait du périodique, c'était peut-être parce qu'on avait regardé un petit moment, on voyait quelque chose. Et puis, si on avait regardé un peu plus longtemps, on aurait peut-être vu que c'était plus périodique. Là, on nous dit que ce n'est pas périodique, c'est peut-être que la période est plus longue et qu'il faut regarder un peu plus longtemps. Et effectivement, là, ça s'arrête. En mathématiques, on a accès à l'infini, donc on peut se permettre de faire des expériences sur un temps infini, sur une infinité d'itérations. Et là, on a effectivement
une sensibilité aux conditions initiales qui va apparaître. Et les itérations indéfinies comme ça, qui vont finir par produire des suites ou des fonctions dont on est capable de dire des choses en mathématiques. Ce qu'on va regarder avec l'ordinateur, c'est les itérations de la fonction z donne z2 plus c. Donc c'est quelque chose qui travaille avec des nombres complexes. Un nombre complexe, déjà le petit c ici c'est un nombre complexe. Le z c'est un nombre complexe, on va démarrer avec z0. On va calculer z0 au carré plus c, et puis là-dessus on va recommencer le calcul, élévation de celui-là au carré plus c, et ainsi de suite. Et on va continuer comme ça. Donc ça, c'est les itérations qu'on va faire. Ça va dépendre de Z0 et de C. C'est-à-dire que si on se rappelle qu'un nombre complexe, c'est pour l'essentiel une partie réelle et une partie imaginaire, ou bien un module et un argument, donc c'est deux paramètres réels. J'ai deux paramètres réels pour celui-là, deux paramètres réels pour celui-là, donc normalement, les choses se passent avec quatre paramètres réels, c'est-à-dire en dimension 4. Ce n'est pas parfaitement choquant. Quand on regardait le petit gnome qui se balançait, pour définir sa position, on avait besoin de trois paramètres, trois coordonnées. Et pour définir sa vitesse, on avait aussi besoin de trois paramètres. Donc finalement, pour la position de départ, vitesse initiale et position initiale, on avait besoin de travailler dans un espace de dimension 6, a priori, pour pouvoir fixer les choses. Donc ici, ce n'est pas si gros que ça, mais disons que globalement, avec l'ordinateur, ce qu'on va pouvoir montrer, c'est des choses qui se passent en dimension 2. Donc ce qu'on va regarder, c'est des choses qui concernent de temps en temps le nombre C, comment ça se passe pour le nombre C, ou de temps en temps pour le nombre Z0. Et ensuite les Z qui suivent, Z1, Z2, etc. Alors, pour fixer les idées, on regarde déjà un cas très simple, mais il faut reconnaître que cette fonction-là est relativement simple par rapport à une fonction linéaire, et que, a priori, une fonction complexe devrait être quelque chose de plus compliqué que simplement Z carré plus C. On n'a même pas AZ carré plus BZ plus C, on a simplement Z carré plus C. Donc on a quelque chose qui est quand même relativement rudimentaire, a priori. Si on fait encore plus rudimentaire, on fait C égale 0, et on regarde ce qu'on est en train d'essayer de faire. A priori, l'application, c'est simplement élévation au carré. Donc si je démarre avec un Z0, je vais me retrouver dans un premier temps avec Z0 au carré. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, Z0 au carré, il est lui-même élevé au carré, donc ça fait Z0 à la puissance 4. J'élève au carré, Z0 à la puissance 8. J'élève au carré, Z0 à la puissance 16, et ça va continuer comme ça avec finalement quelque chose qui est de la forme exposant à la puissance 2 puissance n. Exposant, c'est 2 puissance n. Et on continue comme ça, et on regarde quelle est l'évolution de la suite. Ça, c'est une suite qu'on connaît presque bien, parce que s'il y avait tous les entiers, pas simplement les puissances de 2 comme exposant, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est la suite géométrique classique avec des complexes, mais c'est la suite géométrique. Ici, c'est seulement une partie, ce qu'on appelle une suite extraite, mais le comportement va être le même que celui de la suite complète. Donc, pour l'essentiel, si module de Z0 est plus grand ou plus petit que 1, plus grand que 1, ça diverge. Et si module de Z0 est plus petit que 1, ça converge. C'est les résultats de cours, disons. Donc la chose critique, disons, c'est ce qui se passe pour module de Z0 égale à 1. Ça, c'est le cas critique. Si on est à l'extérieur, alors module de Z0 égale 1, c'est le cercle trigonométrique. Si on est à l'extérieur du cercle trigonométrique, ou si on est à l'intérieur du cercle trigonométrique, les choses évoluent de façon différente. À l'extérieur du cercle trigonométrique, on va diverger. À l'intérieur, on va converger. Donc on a un ensemble critique qui est le cercle trigonométrique pour cette valeur, disons, du nombre C. Alors, si on essaye avec d'autres valeurs de C maintenant, c'est vrai qu'on va élever au carré, mais on va ajouter un C, c'est-à-dire qu'on va décaler le point dans le plan. Et on va réélever au carré, redécaler le plan dans le plan, réélever au carré, redécaler le point dans le plan. On a assez peu de chances d'avoir une convergence. Donc on va relâcher un petit peu ce qu'on souhaitait obtenir en se posant simplement la question de savoir est-ce que ça part à l'infini ou bien est-ce que ça reste à distance finie. On ne va pas demander à ce que ça converge, mais au moins qu'on soit sûr de rester à distance finie et de ne pas partir à l'infini. Et dans quel cas est-ce que ça part à l'infini, dans quel cas est-ce que ça reste à distance finie. C'est un petit peu la situation qu'on a ici, disons, avec le cercle trigonométrique comme
limite entre les deux. Alors on est ici en situation maintenant de regarder ce qui se passe sur l'ordinateur. Ici on a le plan d'essai, c'est-à-dire que si je choisis un point dans ce plan, c'est que je suis en train de choisir la valeur de C pour donc Z donne Z2 plus C. Hein. Donc si je choisis ici un point, par exemple quelque chose dont la partie réelle et la partie imaginaire est assez proche de 0, par exemple ici, ce que je vais obtenir, c'est la situation pour Z0. Si Z0 est à l'intérieur de ça, ça ressemble beaucoup au cercle trigonométrique. Si Z0 est à l'intérieur, ça reste à distance finie. Et si Z0 est à l'extérieur, ça part à l'infini. Donc ça, c'est un exemple. C'est à peu près ce qu'on a traité comme exemple. Je n'étais pas exactement à 0, mais c'est à peu près ce qu'on a traité comme exemple. Maintenant, on peut regarder d'autres valeurs, a priori, pour voir quel est le devenir de la suite. Z0, Z0 au carré plus C, et puis encore élévation au carré plus C, etc. Par exemple, si on se place dans cette zone-là, eh ben, ce qu'on va obtenir, c'est quelque chose qu'on appelle, pour les gens qui s'occupent des systèmes dynamiques, les mathématiciens qui s'occupent des systèmes dynamiques, ce qu'on appelle un lapin. C'est le lapin d'Adrien Doisy. Doisy, c'est un mathématicien français. Il considère qu'ici, il y a un ventre, et puis au-dessus, 2 oreilles, et en bas, 2 pattes. Donc c'est un lapin avec 2 pattes et 2 oreilles. Donc ici, je suis dans le plan des Z, ou bien ici, je suis dans le plan des Z, pour une valeur de C qui est précise, qui est celle que j'ai choisie dans ce plan-là. Si on regarde cet ensemble, ben, si je suis dans la partie noire, c'est bon, j'ai l'équivalent d'un cercle trigonométrique. Si je suis en dehors, alors les choses se passent beaucoup plus mal. Par exemple, si je viens, mettons ici, je choisis ce point-là, en dehors, dans la zone rouge, j'ai quelque chose qui est complètement découpé. Il n'y a quasiment rien à l'intérieur, il n'y a quasiment pas de possibilité de rester à distance finie, ça explose tout de suite, ça part tout de suite à l'infini, quoi. Donc ça, c'est le mauvais cas. Et les cas à l'intérieur de la zone noire, ça va donner des lapins, par exemple, ou le cercle trigonométrique. Alors, la zone noire en question, il y a une espèce de cœur ici, et puis des bourgeons par-dessus. Et les bourgeons en question, ils se terminent avec des filaments. Et quand on regarde, on voit qu'il y a un petit machin noir ici. Ce petit machin noir, on pourrait essayer de voir un petit peu à quoi il ressemble. Alors bon, il faut recalculer un petit peu. Mais quand on compare les deux images ici, oui, il faudrait quand même qu'on ait les deux images. Voilà. Quand on compare les deux images, on a quand même affaire à quelque chose qui ressemble énormément, quoi. C'est-à-dire que le petit machin qui était ici, si on fait un zoom dessus, on récupère quelque chose qui ressemble beaucoup à l'ensemble de départ. Donc ça, c'est une homothétie interne, disons, dans l'ensemble, et c'est quelque chose qu'on appelle a priori un fractal. Ce n'est pas parfaitement exact, mais disons que c'est à peu près un fractal, parce que c'est bien la même disposition dans les deux cas, mais ça donne des choses qui ont un petit peu bougé d'une image à l'autre. Mais pour l'essentiel, c'est la même chose, donc on va dire que c'est un fractal. Le lapin de Doisy, c'est aussi un fractal, et il y a énormément de choses à découvrir à l'intérieur de cet univers, disons, qui vient des systèmes dynamiques, qui vient des itérations. C'est quelque chose où on en est seulement au balbutiement, puisque Z carré plus C, c'est loin d'être toutes les possibilités au niveau du second degré, et c'est loin d'être toutes les possibilités au niveau des fonctions complexes. Mais c'est un début, on commence à explorer un petit peu les choses, surtout depuis qu'on a des ordinateurs, pour essayer de trouver des pistes, et ensuite donner les démonstrations, et ça c'est pas le plus simple, donner des démonstrations sur les propriétés de ces ensembles.